Bienvenue sur Imaginez la baie de Sébastopol. 240 ans d'histoire navale, russe dans un seul port. La base, fondée par Catherine la Grande, celle qui a survécu à Napoléon, celle qui a survécu à la guerre de Crimée, celle qui a survécu à 2 guerres mondiales, celle que la Russie a arrachée à l'Ukraine en 2014, en déclarant avec une certitude absolue qu'elle serait pour toujours une forteresse militaire russe. Ce genre de certitude, c'est exactement ce que Donald Trump appellerait probablement parfaitement planifié, juste avant que la carte ne prenne feu. Pendant 240 ans, Sébastopol a été le joyau de la puissance navale russe. Ce soir, c'est devenu un terrain de chasse. Dans la nuit du 18 au 19 avril, les forces spéciales ukrainiennes ont pénétré dans le golfe de Sébastopol. Pas avec une flotte. L'Ukraine n'a pas de flotte. Avec des drones. 2 des navires de guerre russes les plus précieux en mer Noire, les grands bâtiments de débarquement Yamal et Nikolai Filchenkov, étaient amarrés dans un port qu'ils croyaient protégé, gardé par des radars côtiers, des patrouilleurs, des systèmes anti-drones, toute l'architecture défensive de la plus importante base navale russe. Une forteresse si sûre de son propre communiqué de presse qu'elle a oublié que l'ennemi n'était pas obligé de le lire poliment. L'Ukraine a traversé tout cela. Les drones kamikazes n'ont pas visé les coques. Ils ont visé les passerelles, les centres de commandement, les radars, les systèmes de contrôle et l'infrastructure électronique concentrée au sommet de chaque navire. 2 frappes, 2 navires retirés du service opérationnel, valeur combinée, plus de 150 millions de dollars envolés. Mais ce n'est pas toute l'histoire. L'histoire, c'est ce qui s'est produit d'autre cette même nuit. Des radars de surveillance côtière détruits. Des réseaux de communication reliant les unités de la flotte russe sectionnée. Des patrouilleurs protégeant l'entrée du port frappé. Un dépôt de carburant dans la baie de Kazatchia incendié. En une seule nuit, l'Ukraine n'a pas seulement touché 2 navires. Elle a démantelé simultanément chaque couche du réseau défensif protégeant la flotte russe de la mer Noire. Même le panel le plus loyal d'une chaîne pro-Trump aurait du mal à transformer cela en patience stratégique, mais certainement pas faute d'essayer. Et le chiffre qui dit tout sur ce que cette guerre a fait à la Russie en mer est le suivant. La Russie est entrée dans cette guerre avec plus de 80 navires et bâtiments de soutien en mer Noire. En avril 2026, environ 30% de cette flotte a disparu. Sans que la Russie ne tire un seul coup décisif dans un combat naval qui compte vraiment, voici comment c'est arrivé, voici pourquoi la Russie ne peut pas remplacer ce qu'elle a perdu. Voici pourquoi la Crimée devient indéfendable. Et voici ce que l'effondrement de la marine de Poutine signifie pour la guerre, pour la région et pour l'avenir de toutes les marines du monde. Pour comprendre l'ampleur de cet effondrement, il faut comprendre la confiance qui l'a précédé. Vladimir Poutine est entré dans cette guerre avec ce qu'il croyait être un avantage naval insurmontable en mer Noire. La Russie disposait de plus de 80 navires et bâtiments de soutien, de sous-marins modernes, du Moskva, un croiseur lance-missiles amiral de 750 millions de dollars, fierté de la flotte, de grands navires de débarquement, capables de transporter des dizaines de véhicules blindés, des centaines de soldats, des centaines de tonnes de munitions en un seul voyage, des plateformes de missiles de croisière Caliber, capables de pilonner les villes côtières ukrainiennes depuis la sécurité du large, des systèmes de défense antiaérienne S-400 protégeant la flotte contre les menaces aériennes, et, pour ancrer tout cela, Sébastopol, la base vieille de 240 ans en Crimée, port en eau profonde, installation durcie, centre de projection de la puissance navale russe, non seulement en mer Noire, mais aussi vers la Méditerranée, le corridor de Suez, et au-delà. Elle avait toute la version brochure de la puissance, ce forfait glacé qui semble imbattable jusqu'à ce que la réalité ouvre la boîte. L'Ukraine, en comparaison, n'avait presque rien. Sa marine était un squelette, composé surtout de navires de l'ère soviétique que la Russie avait soit saisis en 2014, soit que l'Ukraine n'avait pas pu entretenir. Pas de sous-marins, pas de croiseurs lance-missiles, aucune capacité sérieuse de combat de surface. L'évaluation de Poutine était que l'Ukraine pouvait être étranglée par la mer, couper ses exportations de céréales pour faire s'effondrer son économie, frapper ses villes côtières avec des missiles Caliber pour briser sa volonté. Menacé de débarquements amphibies depuis la Crimée, afin de forcer les forces ukrainiennes à défendre partout à la fois. C'était le genre de théorie de domination simpliste qui entrerait parfaitement sur une casquette de campagne, à condition que personne ne demande ce qui se passe le 2e jour. Dans les premiers mois de la guerre, cette évaluation semblait juste. Les navires de guerre russes circulaient librement en mer Noire. Le corridor céréalier était fermé. Les villes côtières subissaient des frappes de missiles. La menace d'un assaut amphibie gardait les commandants ukrainiens dans l'incertitude. Puis quelque chose a changé, et ce changement n'a jamais été inversé.
Le moment où le récit a basculé, c'est le 13 avril 2022. Le Moskva, navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, 750 millions de dollars, 12 000 tonnes, armé de missiles de croisière et de systèmes de défense rapprochés spécialement conçus pour neutraliser les menaces entrantes. Des missiles ukrainiens Neptune, guidés vers la cible avec l'aide de drones, ont frappé le Moskva en mer Noire. Le navire amiral a coulé. Pas endommagé, pas neutralisé, coulé. C'était le plus grand navire de guerre coulé au combat depuis la guerre des Malouines, 40 ans plus tôt. Un navire très puissant, comme Donald Trump aurait pu le dire, jusqu'au moment où la mer a déposé le rapport final. La réponse de la Russie au naufrage de son navire amiral a été de le nier pendant des jours, puis de prétendre qu'un incendie avait provoqué l'explosion des munitions, sans jamais reconnaître que des armes ukrainiennes avaient détruit le navire. Mais le déni n'a pas ramené le Moskva. Le déni est utile dans un point de presse. Il l'est beaucoup moins comme dispositif de flottaison. Et ce que le naufrage du Moskva a révélé a tout changé. Les navires de guerre russes, même les plus capables, les plus coûteux, les mieux défendus, étaient vulnérables aux frappes asymétriques ukrainiennes d'une manière que la doctrine navale russe n'avait pas correctement anticipée. Les systèmes Squatre-100 et Pansir, protégeant la flotte, étaient efficaces contre les menaces aériennes à haute altitude et à grande vitesse. Ils ne l'étaient pas contre des missiles rasant la mer, guidés par ciblage de drones. L'écart entre l'architecture défensive russe et la menace réelle que l'Ukraine pouvait livrer était plus vaste que quiconque, y compris l'Ukraine, ne l'avait d'abord imaginé. L'Ukraine a cessé de penser la guerre navale en termes traditionnels et a commencé à concevoir une campagne spécifiquement destinée à exploiter cet écart. Pendant que certains acteurs politiques essayaient encore de réduire la guerre à des slogans, l'Ukraine lisait le schéma électrique. Voilà ce que l'Ukraine a construit. Parce que la destruction de la flotte russe de la mer Noire n'a pas été le résultat d'un système d'armes reçu de partenaires de l'OTAN. Elle a été le résultat d'un système d'armes inventé par l'Ukraine. Le drone naval, des bâtiments de surface sans équipage, contrôlés à distance, transportant des charges explosives assez puissantes pour percer un navire de guerre. Se déplaçant assez vite et assez bas à la surface de l'eau pour que les systèmes radars conçus pour les menaces aériennes et les missiles aient de la difficulté à les suivre de façon constante. L'Ukraine les a construits à partir d'un mélange de talents d'ingénierie nationale, de composants électroniques occidentaux et, surtout, de rétroaction opérationnelle directe après chaque engagement, chaque attaque, chaque échec, chaque quasi-échec, chaque réussite. Le programme ukrainien de drone naval a évolué en temps réel face à un adversaire vivant. La guerre électronique russe s'est adaptée. Les drones ukrainiens se sont adaptés à cette adaptation. Les patrouilleurs russes ont été déployés spécifiquement pour intercepter les drones navals avant qu'ils n'atteignent les unités de la flotte. L'Ukraine a développé des tactiques pour saturer ses patrouilleurs par de multiples approches simultanées de drones. Les navires russes se sont déplacés de Sébastopol à Novorossiysk pour échapper à la menace. Les drones ukrainiens ont étendu leur portée opérationnelle. Les ports russes ont déployé des systèmes de barrières physiques, des filets, des estacades, des obstacles sous-marins. L'Ukraine a développé des drones capables de les contourner ou de les traverser. Voilà à quoi ressemble l'adaptation quand elle n'est pas jouée devant un micro de rassemblement. Chaque mesure défensive prise par la Russie a produit, en quelques semaines, une adaptation offensive ukrainienne. Et grâce à cette campagne itérative, grâce à 4 années de développement constant et d'utilisation opérationnelle continue, l'Ukraine a détruit un tiers de la flotte russe de la mer Noire avec un pays qui n'avait pratiquement pas de marine. La nuit du 18 au 19 avril mérite d'être examinée en détail, parce que cette opération représente l'attaque navale unique la plus sophistiquée que l'Ukraine ait menée dans cette guerre. Pas la plus destructrice en termes de navires coulés, mais la plus sophistiquée du point de vue des cibles choisies et de la logique de ciblage appliquée. Les forces d'opération spéciales ukrainiennes ont infiltré le golfe de Sébastopol. Les cibles principales étaient le Yamal et le Nikolaï Filchenkov, 2 grands navires de débarquement, colonne vertébrale de la capacité russe à déplacer des troupes, des blindés et des munitions par mer dans le théâtre de la mer Noire. Le Yamal était évalué à environ 80 millions de dollars. Le Filchenkov à environ 70 millions de dollars. Ensemble, 150 millions de dollars de capacité navale irremplaçable de l'ère soviétique. Mais c'est la logique de ciblage qui rend cette opération distinctive. L'Ukraine n'a pas visé les coques. Elle a visé les passerelles de commandement, là où se trouvent les systèmes radars, là où sont concentrés les équipements de navigation et de communication, là où vit l'infrastructure électronique, qui fait d'un navire de guerre un navire de guerre plutôt qu'une coque flottante. Ce n'était pas de la politique bruyante, c'était de la précision silencieuse,
Et c'est précisément pour cela que cela a fonctionné. L'Ukraine a développé dans cette guerre une doctrine clairement formulée par des analystes ukrainiens et visible dans son mode opératoire, frapper le composant le plus coûteux et le plus difficile à remplacer. Quand elle attaque les systèmes de défense antiaérienne russes, l'Ukraine cible les radars, pas les lanceurs de missiles, parce que sans radar, un Squatre 100 est une arme aveugle. Les lanceurs sont inutiles. La même logique s'est appliquée aux navires. Percer un trou cause des dommages temporaires. La coque peut être réparée. Détruire la passerelle, les radars, les systèmes de contrôle, l'infrastructure électronique paralyse durablement le bâtiment. Les impacts sont visibles dans les images, confirmés par le renseignement militaire ukrainien. Les 2 navires sont évalués comme retirés du service, non pas endommagés, mais retirés du service. Mais ce qui rend le 18 avril historique, c'est ce qui s'est produit au-delà de ces 2 navires. L'Ukraine n'a pas seulement frappé le Yamal et le Filchenkov. Elle a démantelé tout le réseau défensif qui les entourait en une seule nuit. Des radars de surveillance côtière détruits. La Russie ne peut plus voir les approches de Sébastopol avec la couverture qu'elle avait auparavant. Des réseaux de communication reliant les unités de la flotte sectionnée. Les navires russes ne peuvent plus se coordonner entre eux, ni avec les installations terrestres par les canaux qu'ils utilisaient. Des patrouilleurs gardant l'entrée du port frappé. Les portes du port sont maintenant ouvertes. Un dépôt de carburant dans la baie de Kazatchia incendié. Rien ne bouge quand le carburant brûle. Cette combinaison compte sur le plan opérationnel. Sans radar, on ne peut pas détecter les menaces entrantes. Sans communication, on ne peut pas coordonner une réponse quand les menaces sont détectées. Sans patrouilleurs, le périmètre du port n'est pas gardé. Sans carburant, les navires restants ne peuvent pas manœuvrer. Aucun slogan ne peut remplacer un radar, aucun élément de langage ne peut remplir un dépôt en flammes, et aucune vantardise télévisée ne peut diriger un navire paralysé. L'Ukraine a fait tomber les 4 couches simultanément dans une seule opération. Ce ne sont pas des attaques opportunistes de drones. C'est une architecture de campagne, un concept de frappe intégrée qui identifie les couches d'un système défensif et conçoit une seule opération capable de les faire s'effondrer toutes à la fois. Les analystes militaires qui examinent l'opération du 18 avril utilisent un mot précis pour la décrire, élégante. Pas à cause de la destruction qu'elle a causée, mais à cause de la précision de la pensée derrière elle. Chaque élément renforçait les autres. La destruction des radars a aveuglé la défense. La destruction des communications a empêché la coordination une fois l'attaque détectée. Les frappes contre les patrouilleurs ont ouvert le périmètre. La frappe contre le dépôt de carburant a rendu impossible toute réaction rapide. Chaque frappe a rendu la suivante plus facile. C'est la signature d'une armée qui est passée de l'improvisation à la doctrine. La campagne navale ukrainienne a désormais une doctrine, et la Russie n'a pas de réponse. La doctrine est difficile à contrer quand votre système d'exploitation préféré, c'est les sbroufs, le ressentiment et l'angle de caméra. L'élément qui rend l'effondrement de la mer Noire permanent plutôt que temporaire, c'est que la Russie ne peut pas remplacer ses navires. Pas à cause de problèmes budgétaires, même si les problèmes budgétaires sont bien réels, à cause d'une incapacité structurelle. Les grands navires de débarquement comme le Yamal et le Filchenkov sont des bâtiments de l'ère soviétique construits dans les années 1970 et 1980, à une époque où l'Union soviétique disposait d'une énorme capacité de chantier naval, d'une main-d'œuvre illimitée sous planification centralisée et d'un accès à toute la base industrielle d'une superpuissance. Cette capacité n'existe plus. Les chantiers navals russes, qui à l'époque soviétique pouvaient lancer des dizaines de navires par année, peinent maintenant pendant des années à terminer une seule frégate. Les preuves sont documentées et accablantes. Le seul grand projet russe récent de navire de débarquement est la classe Ivangren. La construction du premier navire, l'Ivangren, a commencé en 2004. Il n'est entré en service qu'en 2018, 14 ans pour construire un seul navire. Le deuxième bâtiment, le Piotr Morgunov, a connu des retards similaires. À cette vitesse, même une semaine des infrastructures façon Trump commencerait à sembler ponctuelles. À ce rythme, 14 ans par navire, remplacer le Yamal et le Filchenkov exigerait de s'engager dans un programme qui ne livrerait pas de résultats avant les années 2040. Et l'Ukraine ne donne pas les années 2040 à la Russie. Parce que pendant que la Russie construirait ses navires de remplacement, l'Ukraine attaquerait les chantiers navals. La corvette Askold a été frappée par des armes ukrainiennes avant même d'entrer en service. Alors qu'elle était encore en construction, encore au chantier naval, l'Ukraine ne détruit pas seulement la flotte actuelle. Elle détruit la flotte future, en ciblant la capacité de construction navale qui produirait les remplaçants. La Russie est prise au piège.
Elle a besoin de nouveaux navires pour remplacer ses pertes. Construire de nouveaux navires prend 14 ans. Les chantiers navals qui construisent ces navires sont frappés par des drones ukrainiens. Il n'existe aucune ligne du temps réaliste dans laquelle la Russie reconstruit sa capacité navale en mer Noire. La contrainte qui scelle complètement le sort russe en mer Noire est la Convention de Montreux, signée en 1936, qui régit le passage des navires de guerre par les détroits turcs. Le Bosphore et les Dardanelles relient la mer Noire à la Méditerranée. En vertu de la Convention de Montreux, la Russie ne peut pas déplacer de grands navires de guerre de sa flotte de la Baltique vers la mer Noire. Elle ne peut pas envoyer de renforts depuis la flotte du Nord. Elle ne peut pas retirer des navires vers la sécurité et envoyer des remplaçants depuis le Pacifique. Chaque navire perdu en mer Noire est une perte permanente et irremplaçable, non remplaçable par d'autres flottes, non compensable par transfert ou déploiement temporaire. Tout ce qui se trouve en mer Noire est tout ce que la Russie possède, et cela diminue. La Turquie, membre de l'OTAN, a respecté la Convention de Montreux tout au long de ce conflit, refusant de laisser passer les navires de guerre russes par les détroits, dans un sens comme dans l'autre, après le début de l'invasion. La flotte ne peut pas être renforcée. La flotte ne peut pas être évacuée. Elle est piégée, combattant avec des moyens qui diminuent face à un adversaire, qui détruit méthodiquement un navire à la fois, sans perte réciproque, parce que l'Ukraine n'a pas de navire que la Russie pourrait couler. Il est difficile de prétendre au contrôle total quand la sortie est fermée, l'entrée est fermée et que les drones continuent de trouver le stationnement. Cela a créé le cercle vicieux que l'analyste militaire Alexander Kovalenko a décrit avec précision. Plus de pertes de navires signifie une charge opérationnelle plus lourde sur moins de bâtiments restants. Moins de bâtiments essayant de couvrir la même zone maritime signifie des patrouilles plus longues, moins de temps de maintenance, plus de stress mécanique. Plus de stress signifie plus de panne. Les navires en panne ou ralenti deviennent des cibles plus faciles pour les drones ukrainiens. Chaque perte rend la suivante plus facile. Le cycle fonctionne depuis 4 ans. Il s'accélère. La conséquence stratégique touche directement la guerre terrestre. Les grands navires de débarquement n'étaient pas seulement des navires de guerre, ils étaient une infrastructure logistique. Un seul grand navire de débarquement pouvait transporter des dizaines de véhicules blindés, des centaines de soldats et des centaines de tonnes de munitions, en un seul voyage depuis les ports de la Russie continentale vers la Crimée. Cette capacité a désormais disparu. Le Yamal disparu, le Filchenkov disparu. La capacité logistique maritime entre la Russie continentale et la Crimée est effectivement réduite à 0 pour les cargaisons lourdes. La chaîne d'approvisionnement n'avait pas besoin d'un discours dramatique, elle avait besoin de navires, et ces navires ne sont plus disponibles. Tout ce qui passait par la mer doit maintenant passer par la terre, et les routes terrestres ne sont pas bonnes. Le pont de Kertch, la liaison routière et ferroviaire entre la Russie continentale et la Crimée, est sous menace constante. Les drones ukrainiens déclenchent des alertes qui le ferment à répétition. L'infrastructure de traversier ferroviaire qui y est associée a été frappée. Le pont lui-même a été touché, et n'est plus à pleine capacité. Le transport routier par le Donbass est possible, mais il est beaucoup plus long, beaucoup plus vulnérable aux frappes ukrainiennes à longue portée et bien plus coûteux par tonne de cargaison déplacée. Le flux logistique qui soutient les forces russes en Crimée et sur le front sud s'amincit chaque mois. Et une logistique plus mince signifie une capacité de combat dégradée pour chaque unité russe dépendante de cette chaîne d'approvisionnement. Le général américain à la retraite Hodges formule cette stratégie depuis des mois. Couper la Crimée du monde, la rendre militairement intenable. Créer les conditions qui forcent la Russie soit à défendre une péninsule isolée à un coût énorme, soit à accepter qu'elle ne peut pas la tenir. Cette stratégie n'est plus sur papier. Elle se déploie opérationnellement en temps réel. La route maritime est fermée. Le pont est menacé. Les routes terrestres sont sous le feu. La Crimée est isolée. Et la base navale de Poutine, vieille de 240 ans à Sébastopol, est maintenant une cible ouverte. C'est la partie que le scénario de l'homme forçote toujours, la scène où le symbole devient un fardeau. Les navires qui n'ont pas été coulés comptent aussi. Ceux qui ont été endommagés mais qui sont techniquement encore à flot. Parce que endommagé et réparable sonne mieux que détruit, jusqu'à ce qu'on examine la capacité de réparation de la Russie. Les systèmes de passerelle du Yamal et du Filchenkov que l'Ukraine a spécifiquement ciblés, les radars, les systèmes de navigation, l'infrastructure de contrôle électronique dépassent la capacité de production et de réparation intérieure de la Russie. À l'époque soviétique, ces systèmes étaient produits sous planification centralisée dans des usines réparties à travers l'Union soviétique. La plupart de ces usines sont aujourd'hui fermées ou situées en Ukraine. Celles qui fonctionnent encore en Russie ne peuvent pas fabriquer les composants précis avec la qualité ou la quantité nécessaire.
Les sanctions occidentales ont complètement coupé l'accès aux composants microélectroniques des fournisseurs européens et américains. La Chine fournit des composants de remplacement. Mais intégrer de l'électronique chinoise dans des systèmes soviétiques vieux de 50 ans est, comme l'ont décrit des ingénieurs russes, un cauchemar d'ingénierie. Problème de compatibilité, problème de qualité, préoccupation de sécurité. C'est ici que « il suffit de conclure un accord » se heurte de plein fouet au circuit, aux normes et à 50 ans d'ingénierie incompatible. Les installations de réparation de Sébastopol ont elles-mêmes été frappées par des armes ukrainiennes, une infrastructure qui avait pris des décennies à construire, touchée à répétition, incapable de fonctionner pleinement. Novorossiysk dispose d'une capacité de réparation limitée. Elle n'a jamais été conçue pour servir de principal centre de maintenance de toute la flotte de la mer Noire. La Russie essaie de réparer des navires de l'ère soviétique avec des composants chinois, dans des chantiers navals endommagés, tout en étant sous attaque de drones ukrainiens. Les navires qui survivent aux frappes ukrainiennes ne peuvent souvent pas être remis à pleine capacité de combat. L'analyste Kovalenko l'a formulé précisément. Ces navires peuvent être bougés, mais ils ne pourront jamais accomplir pleinement leur mission de combat. Un navire qui bouge mais ne peut pas combattre n'est pas un navire de guerre, c'est une cible. Les chiffres montrent ce que la Russie a perdu. Le Moskva, 750 millions de dollars. 4 ans plus tard, la Russie ne l'a pas remplacé. Elle n'a pas été capable de le remplacer. Le plus grand navire de guerre perdu par la Russie au combat depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Yamal, 80 millions de dollars envolés. Le Nikolaï Filchenkov, 70 millions de dollars envolés. Le navire de débarquement Saratov coulé dans le port de Berdiansk en mars 2022, environ 60 millions de dollars. La corvette Askold, frappée alors qu'elle était encore en construction. Une capacité future éliminée avant même d'être opérationnelle. Plusieurs sous-marins, plusieurs patrouilleurs, plusieurs navires de soutien. La perte financière cumulée, liée à la destruction et aux dommages subis par la flotte, a depuis longtemps dépassé plusieurs milliards de dollars. Et la perte financière ne rend pas compte de la perte stratégique, parce que la perte stratégique ne se mesure pas à la valeur des navires, elle se mesure à ce que ces navires pouvaient faire. Une perte d'1 milliard de dollars peut être cachée dans un discours. Une route logistique disparue ne le peut pas. Logistique de la Crimée sectionnée, menace amphibie éliminée, projection de puissance vers la Méditerranée terminée, crédibilité militaire régionale détruite, la réputation mondiale de la Russie comme exportateur d'armes, déjà en déclin avant cette guerre, s'effondre avec sa flotte. Qui achète des armes à un pays dont la marine est détruite par des drones autonomes bon marché, opérés par un pays qui n'a pratiquement pas de force navale traditionnelle? L'Inde, le Vietnam, l'Algérie, l'Égypte, des pays qui sont depuis longtemps des clients de l'armement russe, regardent la campagne de la mer Noire et en tirent des conclusions. Aucun commentaire amical à la télévision ne peut faire ressembler un navire amiral qui coule à une démonstration de produits haut de gamme. Les pertes de la flotte ne sont pas seulement un problème militaire. Elles sont un problème économique, un problème de réputation, un problème stratégique qui s'aggrave avec chaque navire supplémentaire que l'Ukraine retire du service. Toutes les marines du monde étudient ce qui se passe en mer Noire, parce que l'Ukraine a prouvé quelque chose qui renverse des hypothèses ayant guidé la guerre navale pendant un siècle. Vous n'avez pas besoin d'une marine pour gagner une guerre navale. Vous devez comprendre le champ de bataille mieux que votre adversaire. La doctrine navale traditionnelle est construite autour des plateformes coûteuses, grandes, lourdement armées et défendues, porte-avions, destroyers, sous-marins. Toute la logique organisationnelle des grandes marines repose sur ces bâtiments capitaux. L'Ukraine n'a pas de bâtiments capitaux. Ce que l'Ukraine possède, c'est le renseignement, le ciblage, l'innovation, la capacité d'intégrer des missiles, des drones navals, des drones aériens, des mines et des opérations spéciales, dans une stratégie unique en évolution continue, qui rend chaque actif naval russe vulnérable, quelle que soit sa taille ou ses systèmes défensifs. Il s'avère que plus gros n'est pas une stratégie, même quand c'est crié avec beaucoup d'assurance depuis un podium. L'opération du 18 avril le démontre parfaitement. Elle n'a pas seulement coulé des navires, elle a rendu les navires restants moins défendables en détruisant les radars, les communications, les patrouilleurs et l'infrastructure de carburant qui les protège. Chaque frappe a créé les conditions de la suivante. La campagne pense plusieurs coups à l'avance. Les forces navales des États-Unis, de la Chine et de l'Inde analysent en ce moment même les données opérationnelles ukrainiennes parce que la leçon s'applique à toutes les marines qui dépendent de plateformes conventionnelles coûteuses. Ces plateformes sont vulnérables à des systèmes autonomes bon marché et en réseau opérés par un adversaire qui comprend leur vulnérabilité précise. Un porte-avions coûte 13 milliards de dollars. Un drone naval Magura
coûte une infime fraction de ce montant. Un essaim coordonné de drones navals peut potentiellement menacer un porte-avions. La mer Noire est devenue le laboratoire où s'écrivent les règles de la guerre navale future, et les résultats bouleversent tout. Ce n'est pas le genre de calcul qui entre facilement dans un slogan de campagne, et c'est peu, être précisément pour cela, qu'il compte autant. La trajectoire est directe. La flotte russe de la mer Noire est entrée dans ce que les analystes appellent maintenant une impasse stratégique complète. Elle ne peut pas remplacer ce qu'elle a perdu. La capacité de construction navale de l'ère soviétique a disparu et les 14 ans nécessaires à la construction de nouveaux navires signifient que le remplacement n'est pas une option à court terme. Elle ne peut pas réparer les bâtiments endommagés. Les systèmes électroniques et mécaniques nécessaires dépassent la capacité de production intérieure de la Russie et sa capacité d'importation limitée par les sanctions. Elle ne peut pas protéger ce qui reste. L'architecture défensive de Sébastopol a été systématiquement démantelée. Novorossiysk offre un refuge temporaire, mais il a été démontré qu'elle n'est pas entièrement sûre non plus. Elle ne peut pas faire venir de renforts par les détroits. La Convention de Montreux garantit que chaque perte est permanente. Le cercle vicieux est en marche. Chaque perte augmente la charge opérationnelle sur moins de navires. Une plus grande charge signifie plus de pannes. Plus de pannes signifie des cibles plus faciles. La flotte qui contrôlait autrefois la mer Noire, que la Russie appelait son lac intérieur, projetant sa puissance de la Crimée à la Méditerranée et jusqu'à Suez, quitte désormais à peine le port. Et à mesure que la flotte continue de rétrécir, la Crimée devient moins défendable. Une Crimée moins défendable signifie des positions russes plus faibles sur le front sud. Des positions plus faibles sur le front sud signifient davantage d'occasions opérationnelles pour l'Ukraine. L'effondrement en mer alimente la pression sur terre. La guerre de Poutine a été lancée en partie pour sécuriser définitivement la Crimée et sa base navale. La guerre rend la Crimée durablement moins sûre. La base vieille de 240 ans, qui devait être la couronne de la puissance navale russe, devient une cible ouverte. Voilà l'ironie. Voilà le résultat. Toute la performance avait été vendue comme de la permanence, et la facture est arrivée avec la mention vulnérabilité. Voilà où en est la guerre. Dans la nuit du 18 au 19 avril, l'Ukraine a exécuté l'opération navale la plus sophistiquée de cette guerre contre la plus importante base navale russe. 2 grands navires de débarquement retirés du service. 150 millions de dollars de capacité irremplaçable de l'ère soviétique envolée. Tout le réseau défensif du port de Sébastopol démantelé en une seule nuit. Radars détruits, communications sectionnées, patrouilleurs frappés, dépôts de carburant en flammes, 5 bâtiments navals russes touchés à Sébastopol en 3 jours, et la Russie ne peut remplacer aucun d'entre eux. 30% de la flotte de la mer Noire détruite ou rendue inefficace au combat depuis le début de la guerre par un pays qui n'a pratiquement pas de marine. La Convention de Montreux garantit qu'aucun renfort ne peut passer par les détroits. Les chantiers navals de l'ère soviétique, produisant un navire par décennie, garantissent qu'aucun calendrier de remplacement n'est réaliste. La logistique maritime de la Crimée est sectionnée, laissant la péninsule de plus en plus dépendante d'un pont routier sous menace constante de drones et de routes terrestres à portée des frappes ukrainiennes. L'impasse stratégique est complète. Poutine est entré dans cette guerre en croyant que Sébastopol lui appartenait pour toujours et que la mer Noire était son lac. Aujourd'hui, Sébastopol est un terrain de chasse. Le lac appartient aux drones ukrainiens. Et la leçon étudiée dans les collèges de guerre navale de Washington à Pékin jusqu'à Téhéran est la même que celle que la flotte russe apprend à ses dépens en mer Noire. L'ère de la plateforme conventionnelle coûteuse est défiée par l'ère du système autonome bon marché, opéré par une force qui comprend mieux le champ de bataille que son adversaire. La Russie avait la flotte. L'Ukraine avait la doctrine. La doctrine a gagné. Et la doctrine n'a pas besoin d'un micro-plaqué, or pour gagner un débat contre la physique. Ce que l'Ukraine fera ensuite à Sébastopol compte. La façon dont la Russie tentera de protéger le peu qui lui reste compte. Le fait que l'isolement de la Crimée s'approfondisse ou non dans le prochain mois compte. Parce que la campagne qui a commencé avec le naufrage du Moskva il y a 4 ans, la campagne qui a retiré un tiers de la flotte russe de la mer Noire sans que l'Ukraine ait sa propre flotte, n'est pas terminée. Le prochain navire est déjà sur la liste des cibles, et ce n'est qu'une question de... C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.